19h, Yarana, bienvenue dans ce journal. À la une de ce mercredi, la ferveur populaire n'envahira pas la Polynésie à l'occasion de ces Jeux paralympiques. En l'absence d'athlètes polynésiens, ce rendez-vous mondial n'aura pas la même saveur que les Jeux olympiques. La préparation pour atteindre le niveau coûte trop cher. Oui, pour un projet hôtelier, mais pas à cet endroit. À Tuahutu, on refuse la construction d'un complexe sur un terrain qui nécessite 12 000 mètres cubes de terrassement enromblé. On parlera avec notre invitée de logement, Nicole Sanker, députée et représentante à l'Assemblée. Avec elle, il sera aussi question de politique nationale et locale. Fou rire assuré à la Maison de la Culture ce week-end. Tetaute Tiabaru, le médecin exilé, fait son retour après des représentations à guichet fermé en février dernier. Nous serons en direct avec Jaco Tiatia, l'un des metteurs en scène de la pièce de théâtre bilingue. Paris 2024, c'est reparti. Les Jeux paralympiques débutent ce mercredi pour 11 jours de compétition et d'émotion. Au cours d'un show plus contemplatif que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, mais tout aussi ambitieux, plusieurs messages d'inclusion et de mise en avant du corps ont été diffusés. Orchestré par Thomas Joly, le spectacle a tenu toutes ses promesses. Nicolas Bouige. La fête, la grande fête du sport est donc de retour. Après un Théo Curin déchaîné, une équipe de France paralympique survoltée fait son entrée sur du Jodassin. Les visages sont enjoués. Elios Lachumanaya, Audrey Caillol, les coachs également, Dimitri Demonnière, Vincent Clarico, tous unis derrière un même idéal, une même envie. Puis la Marseillaise retentit, les proclamations approchent. Chers athlètes, chers révolutionnaires de France et du monde entier, notre révolution commence ce soir. Bienvenue aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Je proclame les Jeux paralympiques de Paris 2024 ouverts. Luan Pommier, l'artiste guadeloupéenne, entonne ensuite l'hymne paralympique. L'outre-mer s'illustre. Il fait nuit à Paris, l'heure est venue de rallumer la flamme. 5 para-athlètes s'en chargent, 5 champions, 5 handicaps différents. La vasque s'envole à nouveau dans le ciel sur un dernier air symbolique, Born to be alive, né pour être vivant. Et contrairement aux Jeux olympiques, la Polynésie n'a aucun représentant paralympien, même pas en paracanoë, alors que nos athlètes décrochent des médailles d'or lors des compétitions internationales. Pour la présidente de la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport, la raison est simple. Le haut niveau, cela a un coût et c'est chronophage. Lucille Guichet-Jérôme Lee. Champion du Pacifique en tennis de table, invaincu depuis 4 ans, Matteo Tehei espérait se sélectionner pour ces Jeux paralympiques, mais il devra se contenter de suivre la compétition depuis la maison. On m'a emmené juste en Nouvelle-Zélande là, en octobre, et je suis 3 fois champion de Nouvelle-Zélande. J'aimerais bien avoir plus. Un peu de frustration aussi de ne pas participer à ces Jeux-là. Bon, je me bats pour les prochains Jeux, voilà. À la Fédération tahitienne de tennis de table, une dizaine d'athlètes handisport pratiquent régulièrement, avec un seul créneau d'entraînement par semaine et même avec la plus grande motivation, difficile de viser le très haut niveau. C'est une question de moyens, de moyens financiers, de moyens humains, parce qu'il faut un entraîneur quand même qui soit présent à plein temps pour entraîner les handisports en tennis de table. Et je pense que c'est aussi une question de niveau, parce que les Français sont quand même de bons joueurs. Avec un seul coach spécialisé, la Fédération polynésienne des sports adaptés mise tout sur le parava'a et paracanoë. Créée en 1999, la fédération veut avant tout privilégier l'insertion sociale par le sport.
Nous sommes obligés de travailler avec les fédérations françaises en même temps. Et ici en Polynésie, on s'en sort très bien avec tir à l'arc, le judo, le vélo. On participe même à des compétitions internationales, on y va. Mais bon, ça reste toujours... c'est pas assidu, quoi. Car pour espérer participer aux Jeux paralympiques, il faut d'abord remporter les championnats de France et être sélectionné dans l'équipe de France. Et pour la plupart des fédérations sportives polynésiennes, il faut pour cela s'affilier à un club dans l'Hexagone. On a des athlètes qui sont peut-être vieillissants. Il faut peut-être avoir une note aussi au niveau des fédérations, qui s'applique peut-être un peu plus sur la préparation de nos athlètes, je dirais, en e-sport. Quand bien même tout ce groupe, ce panel, d'athlètes est géré en premier lieu par la fédération que dirige Henriette Camion, mais la performance, les entraînements sont dévolus, je dirais, aux fédérations. Le développement du handisport dépend de chaque fédération sportive, mais aussi de la volonté politique et du financement qui va avec. Le chemin est encore long. Un projet immobilier contesté encore à Toahotu cette fois. Il s'agit d'un complexe hôtelier de 34 chambres. Pour la maire déléguée et une partie de la population, le site choisi est inadapté. Raihay Nadjarian et Dylan Fell sont assistés à une réunion publique à laquelle peu d'habitants ont assisté. Le commentaire est signé Caroline Fari. Pourquoi pas? Mais pas à cet endroit. C'est un terrain qui est déclaré inondable. Un beau projet sur le papier, loin de faire l'unanimité des administrés. Le complexe hôtelier de la Pointe Poriro comptera 34 chambres sur un remblai de 12 000 mètres cubes, de quoi inquiéter le voisinage. C'est pas correct. Et en plus, là où ils veulent implanter l'assainissement, c'est une partie du terrain qui a été remblayée par la mairie pendant plusieurs années. C'est la profondeur d'un bras d'une drague, donc on va dire c'est 6 à 7 mètres. Et c'est rempli de déchets verts. Donc ça va toujours bouger. Il n'y a pas que des déchets verts, il y a des maisons entières, il y a des tôles, il y a des ferrailles, il y a de tout dedans. Après avoir refusé un premier projet en 2021, les élus de la commune et les habitants étudient de près cette nouvelle proposition. Si la maire déléguée ne se déclare pas contre, elle estime que l'endroit est plutôt mal choisi. Que les gens comprennent, je ne suis pas contre, mais pas là. Pourquoi pas là? Là où on va mettre le projet, on va remblayer et de 1. Juste en face, nous avons la passe de Teputa. Dernièrement, quand il y a eu la houle, la vague de l'autre côté est passée dans la baie. Et en plus de ça, si on fait l'hôtel là, il y a notre salle omnisport qu'on vient juste d'inaugurer. Tous les soirs, nous avons des jeunes là. Peut-être un jour, ils vont venir dire, nuisance sonore. Pas encore gagné pour Imagine Promotion, le concepteur de ce projet. Son coût 1 milliard de francs, avec à la clé 35 embauches. Dans l'actualité régionale, cette fois, ce coup de théâtre en Nouvelle-Calédonie. En pleine crise, la présidence du Congrès revient pour la première fois à une femme. L'élue Velma Falaeo, 42 ans, accède au perchoir grâce aux 28 voix des représentants non indépendantistes. Excite donc le président indépendantiste kanak Roch Wamitan qui a recueilli 26 voix. Il quitte le fauteuil qu'il a occupé durant 8 mandats, dont 5 successifs depuis 2018. Une élection qui s'est déroulée au lendemain de l'adoption à la majorité absolue d'une résolution demandant un soutien massif de l'État de 500 milliards de francs pacifiques pour reconstruire l'archipel après les émeutes. Ce plan, qui reste à négocier avec l'État, a vocation à être présenté rapidement au futur gouvernement national afin de pouvoir être pris en compte lors de l'examen du projet de loi de finances 2025. Mais encore faut-il qu'un gouvernement soit nommé. Dans l'Hexagone, le chef de l'État joue la procrastination après avoir rejeté la possibilité de nommer Lucie Casté, la candidate du nouveau Front populaire pour le poste de Première ministre. Emmanuel Macron continue sa quête du candidat idéal. En attendant, au Parlement, c'est la grande inconnue de l'agenda. Le début de la session ordinaire est prévu, comme chaque année, pour le premier jour ouvrable d'octobre, soit le mardi 1er octobre. Et nous allons parler actualité nationale avec vous, Madame la députée Yarana. Bonsoir Eata et bonsoir à toute la Polynésie française.
Merci d'être sur la première ce soir. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette rentrée parlementaire avec en plus l'examen d'un dossier, et pas n'importe lequel, celui du projet de loi de finances 2025 ? Alors, nous sommes plutôt inquiets parce que depuis notre élection, nous n'avons pas d'interlocuteur à Paris. C'est vrai que nous attendons avec impatience la nomination d'un Premier ministre qui nommera lui-même son gouvernement. Mon groupe LIOT a eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises le président Emmanuel Macron pour discuter justement sur ce choix de la personne idéale à nommer en tant que Premier ministre. Donc nous, notre volonté était évidemment de respecter le choix des Français lors des dernières élections. Monsieur le Président de la République a perdu la majorité, donc on demande de choisir quelqu'un qui n'est pas issu finalement du clan macroniste, mais de choisir une personne politique avec de l'expérience et surtout capable de pouvoir rassembler tous les groupes parlementaires autour des grands sujets qui vont être abordés lors de cette session budgétaire. Un candidat de la gauche, donc ? Je sais que la tendance serait à diviser plutôt le nouveau Front populaire et à pouvoir en extraire une partie pour pouvoir faire cette fameuse majorité, car nous savons que si il nomme le mauvais candidat, on va être confronté à des motions de censure successives et finalement un travail parlementaire qui ne sera pas constructif. Cette demande de la Nouvelle-Calédonie, cette demande à l'État de soutenir la collectivité à hauteur de 500 milliards de francs pacifiques. Est-ce que pour vous, d'abord cette demande, vous allez la soutenir, et est-ce que selon vous, la solidarité nationale doit jouer là aussi ? Nous avons eu l'occasion de rencontrer un de mes ex-collègues, Philippe Dunoyer, qui était justement en mission à Tahiti, et de discuter de ce plan de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on assiste à l'élection d'une nouvelle présidente. Ce territoire a besoin de plus de sérénité, d'apaisement et surtout de rassemblement sur un projet commun. Et nous espérons bien sûr que l'État sera à l'écoute parce qu'il y a urgence en Nouvelle-Calédonie de rétablir la paix et surtout d'entamer ces grands projets de reconstruction. Fort heureusement, la Polynésie ne connaît pas d'instabilité institutionnelle ni de crise sociétale. L'Assemblée de la Polynésie entrera elle aussi en session budgétaire mi-septembre avec un nouveau ministre de l'économie, du budget et des finances. Est-ce que pour vous aussi, il était temps que cela change à la tête du ministère ? Oui, il est vrai que l'ancien ministre des Finances, nous avions des difficultés de discussion avec lui parce qu'il était très fermé à nos propositions. Nous espérons évidemment qu'avec M. Dexter, que nous félicitons, que les échanges seront beaucoup plus constructifs. Nous avons eu l'occasion de le voir à l'œuvre lors de la dernière séance, même si nous n'étions pas tout à fait d'accord avec les nouvelles mesures fiscales qu'il a proposées, mais on voit qu'il arrive à convaincre le Taveuni sur des sujets qui étaient presque tabous, c'est-à-dire la protection du foncier. Il arrive à lever des verrous chez le Taveuni, à les faire renier finalement à la base même de leur politique, donc parce qu'il sait que l'enjeu est le développement économique. Donc on le soutiendra si nous estimons que les mesures sont bonnes. En tout cas, les réformes fiscales, ce ne sera pas pour cette année. Ça, c'est une certitude, puisqu'il faut lui laisser le temps de s'installer et puis finalement de réfléchir à ces réformes. Pour vous, cette session budgétaire, comment elle s'oriente ? De toute façon, nous attendons surtout la réforme de la PSG, parce qu'aujourd'hui, il y a urgence à initier cette réforme. Pour le moment, nous n'avons aucune information sur ça. Et d'ailleurs, même le nouveau ministre l'a dit, ça sera le point à résoudre pour l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, lors du dernier collectif budgétaire, le Taveuni a ainsi dire mobilisé toutes les réserves du pays qui restaient. Nous sommes encore inquiets, je dirais, parce qu'aujourd'hui, il faut nous présenter un budget avec un cap, avec des orientations et surtout qui répondent aux urgences du moment. Je reviens juste sur une des lois qui a été adoptée par la majorité, ce sont les nouveaux dispositifs de l'aide à l'emploi, où là,
nous étions totalement opposés parce qu'on a baissé les indemnités des CAE à 60 000 alors qu'on sait que la vie est de plus en plus chère. On nous parle d'un retour à la dignité, de contrats non renouvelables, de même un tirage au sort pour avoir un CAE. Enfin, là-dessus, il faut rester sérieux. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des concertations sur ce point, justement? Parce que les avis sont partagés. Quand on est apprenti, finalement, un salaire de 60 000 francs pour un apprenti, ce n'est pas suffisant. Ah non, ce n'est pas suffisant. Là, on parle quand même de personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui n'ont pas de travail. Et le CAE, c'est vrai que c'était une mesure sociale, mais en même temps, avec une formation derrière, aujourd'hui, ils refusent de voir ça comme une source de revenus. Et le fait de baisser à 60 000 francs, on s'interroge sur l'utilité de pouvoir aider les familles. Les débats sont assez, en tout cas, agités à l'Assemblée. Il y a énormément de discussions et de débats sur certains points, sur certaines idées. Sur le supposé délit de concussion évoqué par Moitei Broderson la semaine dernière. Aujourd'hui, est-ce que vous comptez donner une suite en tant que représentant Aheria Porinitia? Oui, tout à fait. Nous avons déposé une question écrite et on fera une copie au procureur parce que, suivant les dénonciations très précises, avec des chiffres très précis du président du pays, il se doit, par l'article 40, de dénoncer, de demander une enquête, de le dénoncer auprès du procureur pour qu'il y ait une suite. Mais nous connaissons aussi, notre président aime bien lancer comme ça des chiffres et en fin de compte accuser l'ancien gouvernement. Aujourd'hui, on lui demande d'aller jusqu'au bout parce que s'il ne le fait pas, il pourrait être jugé complice. Mais selon vous, en tant que représentante à l'Assemblée, comment récupérer ces sommes qui sont dues à l'OPH par ces familles locataires des logements? Alors là, c'est un autre sujet. Ce sont les 2 milliards d'impayés. Donc moi, je sais que ces impayés ont commencé en 2004 puisque le président Tavini Oscar Temaru avait demandé de ne plus payer les loyers. Il avait rendu gratuit finalement et à partir de là, ça s'est creusé au niveau... Moi, je pense qu'il faut vraiment faire du cas par cas, de voir les revenus de la famille, prévoir un échelonnement de cette dette finalement. Voilà, mais du cas par cas. Très rapidement, pour terminer, sur un plan plus politique, on a pu voir sur les réseaux sociaux que vous commencez à préparer vos équipes de terrain dans les communes de Tahiti. Est-ce que cela veut dire que pour les communales, il n'y aura pas d'alliance avec les autres autonomistes? Alors c'est vrai que Aheria Porinitia est un tout nouveau parti. Nous finissons en fin de compte en 2024 la structure du parti pour avoir des fédérations dans chaque commune. Ça, c'est notre objectif. Nous allons démarrer la formation des candidats aux futures élections. Nous ne sommes pas opposés à des listes communes dans certaines communes. Nous sommes ouverts aux discussions. Mais ça, ce sont les communes, les équipes communales qui décideront. Ce n'est pas la direction du parti qui va donner une consigne et négocier. Il n'y aura pas besoin de validation Non, c'est chaque équipe communale qui décidera de s'allier ou de ne pas s'allier. Et nous avons encore du temps. C'est pour ça que la formation des candidats aux élections, ça nous permettra de faire des programmes pour les communes réalistes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nicole Sanker d'avoir été avec nous ce soir. Et la rentrée scolaire est sans lot de désagréments. À Taha, le transport des élèves n'est pas optimal. 5 trucks effectuent le ramassage quand le besoin est de 8. Résultat, les élèves subissent des retards et le collège est obligé d'adapter les emplois du temps. Le reportage à Taha de Hitimanaki. Il est à peine 7 heures et les premiers collégiens débarquent. Les élèves de Tivaf à Aha, Haamene Pauturu et Vaitoare sont les premiers à descendre du bus. Eux commenceront la journée à l'heure habituelle, 7h45. Les élèves scolarisés de la côte ouest, comme Tapuamu, Hipu et Patio, les rejoignent lors de la seconde rotation, un peu plus d'1 heure plus tard. Oui, mais voilà, ces problèmes de transport impactent directement leur temps passé en classe. Ils sont 304 élèves au total au collège de Taha. J'ai pas envie qu'elle rate le premier cours. Et le soir, elle rentre en truc.
Face à cette situation, il a fallu s'organiser, essayer d'aménager les emplois du temps, faire sortir les élèves plutôt que d'autres à la fin de la journée. Oui, mais aujourd'hui, les représentants du personnel de l'établissement montent au créneau et les parents craignent que la scolarité de leurs enfants ne soit pénalisée. Ça devient de plus en plus lourd les retards. Et si nos enfants sont pénalisés par rapport au retard, ça va nous gêner les parents. Pour moi-même, je dis déjà, c'est pas vraiment la faute aussi du transport, mais pas aussi la faute de nos enfants. Mais ce sont nos enfants qui vont être pénalisés. Nous avons dû réagir rapidement et changer tous nos plannings avec les collègues. Il a fallu discuter, arriver plus tôt pour partir plus tard. Oui, on espère que la situation se règle très rapidement. Parce que là, on fait des heures en plus parce qu'on aime notre métier et pour les enfants. On travaille, on fait des heures en plus sans compter. Hein, mais il faut vraiment que ça se règle rapidement parce que c'est pas normal. De son côté, le GIE des transporteurs essaye de trouver une solution pour chacun des 4 trucks scolaires. La direction du collège de Taha'a refuse pour l'heure de s'exprimer. Et alors que la grève devait être effective demain dans les transports en commun, elle n'aura peut-être pas lieu. L'intersyndicale, qui est en attente d'une réponse du ministre des Transports, a décidé de suspendre le préavis. Aucune rencontre n'est prévue cependant demain. Un peu de légèreté maintenant. La pièce de théâtre Tetaute Tiavaru, le médecin exilé, revient sur les planches de la Maison de la Culture. Après avoir rencontré un franc succès en février dernier, les comédiens offrent de nouveau une plongée émouvante et humoristique dans les défis d'un jeune médecin européen tentant de trouver sa place au cœur d'une communauté insulaire des Tuamotu. L'un des metteurs en scène de cette comédie bilingue est en direct avec nous. Jaco Tiairana, merci de nous accorder un peu de temps. Vous êtes encore en train de répéter votre pièce de théâtre. Tout est quasiment prêt pour demain. Oui. Bonsoir. On est en train de répéter un filage ce soir pour être prêt pour demain soir, vendredi soir et samedi soir. Oui, c'est un spectacle comme tu as bien énuméré. C'est un spectacle avec le Tetaute Tiavaru. Donc, j'ai écouté les nouvelles de ce soir dans votre journal et je pense que tout le monde est malade. Donc, avec ce spectacle-là, c'est pour ça que je demande aux gens de venir voir, parce que ce spectacle-là, ça va guérir toutes les maladies qu'on a, parce que je viens d'écouter dans le journal. Donc, c'est demain soir, le 29, jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 août, à 19h30 à la Maison de la Culture, au Petit Théâtre. Mais c'est 2500 francs simplement le ticket. Venez, on va rigoler, on va s'amuser et on va guérir vos maladies. Ça, c'est sûr, avec le Tetaute Tiavaru. Voilà, tout le monde va être guéri parce que j'ai écouté dans les nouvelles, dans le journal. Voilà ce qui se passe demain soir, vendredi soir et samedi soir. On est convaincus. Merci beaucoup, Jaco, d'avoir été en direct avec nous depuis la Maison de la Culture. Voilà, merci. On demande aux gens de venir nous aider. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. 3 représentations donc sont programmées demain soir, vendredi soir et samedi soir. Les nouveaux rythmes scolaires pour terminer ce journal. Une aubaine pour les prestataires d'activités extrascolaires ou les garderies. Les premiers comme les seconds affichent complet quasiment depuis le début de l'année scolaire. On voit cela avec Nicolas Suire et Dylan Fels. À la fin des cours, les parents se pressent pour récupérer leur enfant, car ils doivent parfois retourner travailler. Et avec le changement de rythme scolaire, à Papeete, il n'y a plus de classe les jeudis après-midi dans les écoles publiques. Alors, comment les occuper ? Demain, exceptionnellement, ils ont des cours d'essai pour la musique, mais sinon, en dehors de ça, ils vont en garderie. Cette garderie et centre de loisirs propose de récupérer les enfants après l'école. À cause du changement des heures de cours, elle en récupère désormais également jeudi à midi. On a plus de demandes le jeudi puisque c'est un créneau qu'on a ouvert pour l'occasion. Sinon, la demande est toujours très forte dans le ramassage scolaire, l'aide aux devoirs et les activités pour enfants. Ici, les effectifs sont déjà au maximum. Les pensionnaires sont à l'aise et il vaut mieux, car ils y passent en moyenne 4 à 6 heures par jour. Franchement, j'aime bien les activités, surtout le mardi parce qu'on fait cuisine.
Aussi le lundi parce qu'on fait jardin. Outre la garderie, il y a le sport. À l'AS de football de Pirée, on accueille les enfants le lundi, mercredi et vendredi. Ouvrir le jeudi avait été envisagé, mais finalement abandonné. On a pensé à le faire, mais dans la réalité, ça va être difficile parce que tous nos éducateurs sont bénévoles. Donc ils ont une profession derrière. Donc cela veut dire qu'il faut qu'ils aménagent leurs horaires. Là, je pense que c'est impossible. Hormis les arts et les sports, les grands-parents sont mis à contribution à titre gracieux. Comme souvent, ils permettent d'huiler les rouages d'une machine qui pourrait se gripper sans eux. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voici l'information principale. Les Jeux paralympiques ont commencé, mais contrairement aux Jeux olympiques, il n'y a aucun athlète polynésien. La faute aux entraînements qui demandent du temps et de l'argent, et les fédérations locales ne sont pas suffisamment dotées. Et demain, à la une de Tahiti Info, ce titre, le Va'a tahitien s'affronte en Californie. Ce soir, Edouard Malakai vous invite à redécouvrir le raid avec Alexandra. Cette jeune femme greffée des poumons et atteinte de mucoviscidose avait relevé un défi extraordinaire, alliant vélo, rame et course à pied en Polynésie pour sensibiliser aux dons d'organes. Le documentaire sera suivi de la série Bloodlands. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. On se quitte sur ces belles images de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Très belle nuit et à demain. You better watch it. Whip, I got that attack with a full clip. I got the whip, got the bitch that I keep it undercover. All up in the cup, just to live it up. See the stone cold face, try to knock it. I keep it tight, never walk, I'm a rocket. I got a beat in it, I got a grip in it. I got a beat, got a beat, got a beat, that I'm rocking. I got the ring full of pink. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet